On parle de l'affaire Sarkozy-Kadhafi et nous a rejoint sur le plateau du Théâtre L'Européen à Paris notre docteur en neurosciences qui connaît donc les mystères du cerveau. Donc s'il y a les auditeurs de Sud Radio qui se sont un petit peu perdus sur Nova, mouillez-vous quand même un tout petit peu la nuque et restez avec nous. C'est Sama Karaki. Merci Guillaume et bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un biais psychologique qui s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Alors c'est quoi ? Quand on cherche à comprendre le comportement d'une personne dans une situation donnée, on a tendance à accorder plus d'importance aux traits de personnalité de cette personne, à son caractère, au détriment des facteurs externes, au contexte qui échappe à son contrôle, qui la pousse à avoir ce comportement. Par exemple, si quelqu'un vous bouscule dans la rue, votre première réaction sera de vous dire que c'est une personne de nature irrespectueuse. Mais si vous connaissez le contexte de son acte, vous vous rendez compte qu'il le fait cette fois-là seulement parce qu'il va rater son bus, celui qu'il doit prendre pour aller voir sa mère sur son lit d'hôpital. Un autre exemple. Une personne frappe sa poitrine avec la main droite, puis tend son bras et sa main devant lui, la paume ouverte vers le bas, et effectue ce geste à 2 reprises. L'erreur fondamentale d'attribution va pousser certains à dire « c'est un geste maladroit d'un homme autiste perturbé par la foule ». Mais si on cherche le contexte, on va comprendre que ce patron de SpaceX a multiplié les dernières semaines avant ce geste les déclarations de soutien à des formations européennes d'extrême droite comme le parti néo-nazi allemand AfD, la première ministre italienne Giorgia Meloni ou encore le parti anti-immigration britannique Reform UK. Alors on pourrait interpréter son geste comme un salut nazi. En gros, pour échapper à l'erreur fondamentale d'attribution, on ne doit pas juger d'un acte sans connaître le contexte dans lequel il est effectué. Les sociologues s'intéressent bien sûr à ces contextes dans lesquels, par exemple, les jeunes commettent des délits de délinquance. Ils ont montré que dans certains quartiers de marge, les crimes sont permanents, indépendamment des populations qui y vivent. Autrement dit, les jeunes ne sont pas délinquants par nature, dans leur caractère, mais certains quartiers les poussent au crime. Comment ? Un quartier peut pousser au crime en étant par exemple ségrégué, dégradé, isolé ou stigmatisé. Alors si on veut penser la justice d'une manière qui prend ces contextes en compte, on ne va pas chercher à punir les délinquants, mais à imaginer des alternatives pour protéger la société. Cette remise en question du système pénal est profondément ancrée dans la lutte contre la répression et la brutalité institutionnelle. Alors, j'entends Nicolas Sarkozy en novembre 2020 dire « Je ne suis pas un pourri ». Et ce qui m'est affligé est un scandale qui finira dans les annales. Je me dis, vous n'avez pas pensé à ça. Mais ça se trouve, Nicolas Sarkozy est pour la réforme du système pénal. Ça se trouve, il a un poster de Angela Davis chez lui. Et il va à la signature du dernier livre de Geoffroy de La Gannerie, Au-delà du principe de la répression, déguisé en hipster, bonnet et barbe, on aurait dit Merwan Ben Lazar. Mais non. Non, impossible, parce que Sarkozy croit en fait le contraire. Il croit que la délinquance est un trait présent d'une manière immuable et fixe chez certains jeunes. Nicolas Sarkozy fait voter en 2007 la loi relative à la prévention de la délinquance. Ce dernier texte insiste sur la détection des troubles du comportement dès le plus jeune âge. Cette mesure appuie sa politique sécuritaire et discriminatoire vis-à-vis des jeunes de banlieue qui ne filent pas droit. Donc la délinquance pour Sarkozy est une maladie qui a des symptômes et non le résultat des espaces dans lesquels les jeunes évoluent. Alors quand il dit « je ne suis pas un pourri », moi je ne veux pas tomber dans l'erreur fondamentale d'attribution. Je veux comprendre le contexte de ses comportements à lui. Ça se trouve aussi, ce sont les quartiers dans lesquels il a évolué qui ont facilité son trafic d'influence. Mais je ne trouve pas d'études sociologiques qui montrent que le 17e arrondissement soit ségrégué, dégradé, isolé ou stigmatisé. Alors, j'observe autre chose. J'observe ces anciens présidents et premiers ministres épinglés par la justice. Jacques Chirac, François Fillon, Édith Cresson, Alain Juppé. Et je me demande, quel est l'espace partagé par ces personnes, si ce n'est que l'espace politique ? Est-ce que la puissance qu'octroie cet espace facilite la corruption ? Et là, un neuroscientifique de l'université McMaster au Canada a placé des têtes de puissants et des moins puissants sous une machine de stimulation magnétique transcrânienne. Il a découvert que le pouvoir altère certains processus neuronaux.
Avant et après lui, des décennies de recherche montrent que ceux qui sont au sommet se comportent comme s'ils avaient subi un traumatisme crânien, devenant plus impulsifs, moins conscients des risques et surtout moins aptes à voir les choses du point de vue des autres. Dans ces études, les participants n'avaient pas le pouvoir par nature, c'étaient des élèves placés en situation de pouvoir, parfois seulement pour quelques heures. C'est la position de pouvoir qui modifiait leurs circuits neuronaux et leur comportement, et non un trait de caractère corrompu et déviant. C'est comme si occuper une position de pouvoir donne aux individus l'impression d'être au-delà de ce qui s'applique aux autres. Donc la question qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si Nicolas Sarkozy est une personne pourrie, qu'il soit condamné ou pas. C'est de ne pas de médicaliser les décisions de Donald Trump, ni d'attribuer le geste d'Elon Musk au fait qu'il soit hypersensible aux foules. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les espaces politiques, quand ils concentrent les pouvoirs, rendent la déviance et la corruption des puissants fréquentes et surtout possibles. Merci. Sama Karaki, c'est clinique. Merci Sama. On te retrouve prochainement ici, bien évidemment.